la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un accident vasculaire cérébral AVC est la perte brutale d'une fonction du cerveau qui se manifeste par des signes localisés, globaux, qui durent plus de 24 heures, pouvant entraîner la mort sans une autre origine que vasculaire. Ils surviennent souvent chez les personnes présentant des facteurs de risque. Les maladies cardiovasculaires constituent à travers le monde la première cause de mortalité dans le monde. 17 millions de décès par an, dont 6,2 millions pour les seuls cas d'AVC et 5 millions souffrent d'une incapacité. L'accident vasculaire cérébral constitue une urgence médicale. Les symptômes possibles de l'AVC sont des troubles de la marche, de la diction et de la compréhension, ainsi qu'une paralysie ou un engourdissement du visage, d'un bras ou d'une jambe. Un traitement précoce peut minimiser les lésions cérébrales. D'autres traitements visent à limiter les complications et à prévenir la survenue d'autres accidents vasculaires cérébraux. Au Burkina Faso, on a une absence de chiffres au plan national, mais des données hospitalières avec 60 à 80% de motifs d'hospitalisation dans les services de neurologie et parmi les 3 premiers motifs d'admission aux urgences médicales des CHU du Burkina Faso. Pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Richard Sawadogo. Dr Sawadogo est médecin neurologue au CHU de Bogodogo. Dr Eric Tiao. Dr Tiao est médecin physique et réadaptation. Et puis Dr Grégoire Bundaoné. Dr Bundaoné est cardiologue. Bonsoir, monsieur. C'est le plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous aussi. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Docteur Sawadogo, quels sont les différents types d'AVC et quelles en sont les causes? Merci beaucoup, Madame Dao. Avant tout, permettez-moi de dire merci au Seigneur qui nous permet donc d'être toujours dans notre pays, le Burkina Faso, malgré les velléités de nous faire du mal. Et nous disons grand merci à la RTB pour cette opportunité que vous nous offrez, donc la chaîne au cœur des grands événements. Aujourd'hui, nous sommes au cœur donc de cet événement qui est l'accident vasculaire cérébral. Merci beaucoup parce que vous nous permettez de sensibiliser notre population. Nous disons également merci aux autorités parce que voilà, c'est grâce à eux aussi que nous pouvons facilement nous mouvoir. C'est facilement aussi, nous avons pu créer l'association qui est la Société de neurologie du Burkina pour donc parler des questions de santé liées à la neurologie. Nous disons vraiment merci aussi à la Société de neurologie du Burkina, au premier responsable qui nous donne cette opportunité, cette occasion de passer sensibiliser donc la population. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport aux accidents vasculaires cérébraux? Disons qu'il y a plusieurs types, mais tout va dépendre de comment ça s'est passé. L'accident vasculaire cérébral, la définition, vous l'avez donnée, c'est de façon brutale que les symptômes vont se manifester, mais les symptômes peuvent être dus soit à un vaisseau sanguin qui est bouché ou à un vaisseau sanguin qui est rompu. Étant donné que les vaisseaux sanguins, nous en avons au moins deux grands groupes, à savoir les veines et les artères. Donc, si c'est une artère qui est bouchée ou qui est rompue, nous allons voir soit un accident vasculaire cérébral ischémique ou encore appelé infarctus cérébral, c'est-à-dire une partie du cerveau est privée de sang, privée donc de ses éléments nutritifs, à savoir l'oxygène et le glucose. En ce moment, on parle d'accident vasculaire cérébral ischémique.
Mais on dit ischémique parce que les symptômes ont duré plus de 24 heures. Ça peut se boucher, mais les symptômes durent moins d'une heure. En ce moment-là, on parle d'accident ischémique transitoire. Donc déjà, ça fait deux groupes, deux types d'AVC. Mais il peut y avoir aussi une rupture, comme je l'ai dit. La rupture, c'est une artère qui s'est rompue. Nous allons voir ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral hémorragique. Mais l'hémorragie peut se situer dans le parenchyme, c'est-à-dire dans la substance même cérébrale. En ce moment-là, on parle d'accident vasculaire cérébral hémorragique, mais qui constitue le parenchyme. Ça, c'est donc dans le parenchyme. Mais ça peut être aussi les enveloppes. Dans les enveloppes qui entourent le cerveau, que le sang se trouve. En ce moment-là, c'est un accident vasculaire cérébral hémorragique, mais qui est appelé encore hémorragie méningique. Donc, vous avez là 4 sous-types en fonction donc du type, que ce soit bouché ou rompu, mais au niveau des artères. Mais quand c'est au niveau des veines, une veine qui est bouchée, vous allez avoir ce qu'on appelle une thrombose veineuse cérébrale. Donc, voici la définie 5 sous-types d'accidents vasculaires cérébraux. Docteur Saoudou, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a actuellement beaucoup d'AVC au Burkina Faso? Alors, au Burkina Faso, les chiffres sont effectivement alarmants parce que par moment, si vous arrivez dans nos services, plus de 80%, ce sont des accidents vasculaires cérébraux. Et notons que il y a les facteurs de risque dont on va parler d'ici là. Les facteurs de risque avec l'espérance de vie de la population qui a augmenté. Donc, disons que les facteurs de risque aussi vont augmenter et cela va de plus en plus donc causer des AVC. Notons également que le fait que les structures sanitaires, grâce à nos autorités, de plus en plus, nous avons des imageries, nous avons beaucoup plus de spécialistes. On arrive à diagnostiquer de plus en plus de cas et nos populations consultent. Sinon, peut-être qu'avant aussi, il y avait des situations d'AVC qui se produisaient, mais les cas restaient dans l'ombre, les gens restaient au village, ils ne venaient pas. Voilà. Donc le problème de diagnostic ne se posait pas, n'était pas clair. Mais à l'heure actuelle, franchement, nous disons que la sédentarité, par exemple, qui est un des facteurs de risque là, ça peut expliquer aussi la fréquence de plus en plus élevée des accidents vasculaires dans notre population. Docteur Boundaoune, quelles sont les causes cardiaques de l'accident vasculaire cérébral? Merci pour la parole. Alors, il faut dire que les pathologies cardiovasculaires occupent une grande part dans la cause donc, des accidents vasculaires cérébraux. Et parmi la première cause, c'est l'hypertension artérielle. Quand on prend l'ensemble des AVC, sur 5, on a 4 personnes qui sont hypertendues. Voilà. Également, à côté de l'hypertension, il faut dire qu'il y a une pathologie qui est de plus en plus fréquente aussi, qu'on appelle les troubles du rythme, notamment la fibrillation auriculaire. Au-delà de ça, nous avons les pathologies rythmiques, qu'on appelle cardio-emboliques, notamment la fibrillation auriculaire. Nous avons également des cas où le cœur est défaillant et qui peut entraîner en tout cas des caillots au niveau du cœur et qui peut venir au niveau de la tête. Nous avons également des patients qui portent certaines valves mécaniques. Nous avons également certaines valvulopathies telles que les rétrécissements mitrales. Nous avons également certaines tumeurs qu'on appelle les myxomes qui peuvent entraîner les AVC. Mais il faut dire également que nous avons un phénomène qui peut partager en tout cas les différents types les causes des différents types d'AVC, qui est l'athérosclérose, qu'on peut trouver aussi bien dans l'AVC ischémique que dans l'AVC hémorragique. Docteur Saoudou, quels sont les premiers signes, les premiers symptômes d'un AVC? Merci Madame Dao. Alors, pour résumer, aller vite, comme on a fait l'acronyme, les Espagnols disent rapido, mais les Français parlent de fast pour résumer. Fast, c'est quoi? Premièrement, face. Donc, chez un sujet
vous êtes ensemble et au niveau de la face, il y a une faiblesse, il y a un affaissement, attention, qui survient de façon brutale. Une lourdeur, c'est le F, donc face. Au niveau de la face, ça peut se manifester là-bas. Autre chose, ça peut être aussi arms, ça c'est les membres. Donc, une main ou bien un pied, vous dites à la personne, essayez de soulever un membre, la personne ne peut pas soulever, il y a des difficultés. Donc ça peut être un signe d'appel. Également, au niveau, si vous prenez le S, ça c'est speech, en anglais, la parole. Ça peut être quelqu'un subitement qui a des problèmes, soit pour articuler, soit pour comprendre même ce qu'on dit. Ça peut être un signe d'AVC. Et là, vous avez le T à la fin qui dit time. Là, c'est quoi? Dès que vous avez un de ces signes-là, c'est pour dire que course contre la montre. Vous devez urgemment tout faire pour vous rendre dans une structure de santé afin donc qu'on puisse savoir, élucider qu'est-ce qui s'est passé afin de prendre en charge très rapidement la personne parce que tout se joue dans les premiers instants. La première prise en charge, elle est capitale. Il faut que vraiment ça soit bien managé en phase aiguë. D'accord. Docteur Bundaoune, est-ce qu'il y a des explorations à faire en cardiologie pour étayer le diagnostic de l'AVC? Nous avons des explorations, mais il faut dire que les AVC, c'est une urgence diagnostique et puis surtout étiologie pour nous les cardiologues. Alors pour les examens que nous disposons au Burkina Faso et que nous faisons de façon routinière, nous avons l'électrocardiogramme. Voilà. L'électrocardiogramme qui peut être fait sur place, ou bien on peut faire l'électrocardiogramme qui peut être prolongé. Ça peut se faire sur 24 heures, ça peut se faire sur 72 heures ou sur 21 jours, en fonction de l'étiologie que nous cherchons. Au-delà de cela, nous avons l'échographie cardiaque. L'échographie cardiaque, c'est cet examen qui va nous permettre de chercher, par exemple, au niveau du cœur, est-ce qu'il y a un caillot? C'est pour voir également au niveau du cœur, est-ce que la fonction cardiaque, la pompe cardiaque est normale? Parce que des fois, quand la pompe cardiaque n'est pas normale, il peut entraîner des petits caillots qui peuvent monter. Nous avons également ce qu'on appelle l'échographie des troncs supra-aortiques. Voilà. L'échographie des troncs supra-aortiques, c'est pour voir au niveau des troncs supra-aortiques, est-ce qu'il y a des sténoses, est-ce qu'il y a des plaques d'athérome. Voilà. Également, nous avons une autre forme aussi d'examen qui est l'échographie cardiaque avec contraste spontané, qui consiste à voir certains passages au niveau des oreillettes des patients. Voilà. Donc en gros, c'est des examens que je viens d'énumérer là, que nous faisons de routine. Sinon, il y en a d'autres. Okay. Docteur Saodo, quels sont les facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral? Alors, tantôt, je parlais effectivement des facteurs de risque. Les facteurs de risque peuvent être subdivisés en deux sous-groupes. Nous pouvons avoir les facteurs de risque qui sont modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Au niveau des facteurs de risque non modifiables, prenons par exemple la génétique. Génétiquement, nous sommes faits, façon dont nous sommes, ça a été programmé. Alors, par exemple, si dans votre famille, quelqu'un a déjà fait un AVC à moins de 65 ans, c'est pour dire que vous êtes à risque sur le plan génétique de faire un accident vasculaire cérébral au cours de votre vie. Et ce facteur n'est pas modifiable parce que c'est Dieu qui l'a fait. Tout à fait. L'âge, c'est un facteur de risque. Alors, les hommes, dès 45 ans, après 45 ans, votre risque est encore plus élevé. Les femmes, c'est après 55 ans que le risque est encore plus élevé. Également, le sexe, les hommes sont beaucoup plus exposés. Le sexe masculin, c'est un facteur de risque. D'autres même ont parlé de l'ethnie, c'est-à-dire les Noirs. Donc, la race noire est beaucoup plus exposée. Donc, ça fait partie des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Par contre, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables et ces facteurs de risque modifiables sont à 80% à l'origine même des accidents vasculaires cérébraux, ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir, on peut faire quelque chose. Tout à fait. Si vous modifiez ces facteurs, vous allez réduire donc l'incidence, la survenue
des accidents vasculaires cérébraux. Ces facteurs, c'est quoi? Nous avons en premier lieu, il a dit tout de suite, l'hypertension artérielle. Si vous êtes hypertendu, vous multipliez donc le risque de faire un accident vasculaire cérébral par 4 ou par 10. Selon que ce soit un accident vasculaire cérébral ischémique ou un accident vasculaire cérébral hémorragique. Alors, après l'hypertension artérielle, vous avez le diabète. Les patients diabétiques ont un risque très élevé de faire un accident vasculaire cérébral et ce risque-là peut aller jusqu'à multiplier même par 6 le risque-là. Ensuite, vous avez la consommation de tabac, la consommation d'alcool. Là aussi, ça multiplie par 2 le risque. Celui qui consomme du tabac, à court terme, vous rendez votre sang beaucoup plus coagulable, beaucoup plus visqueux. Donc, vous pouvez faire un accident vasculaire cérébral ischémique. À long terme, c'est ce qu'il a dit tout de suite, les plaques d'athérome, les plaques, le sang qui fait des plaques qui s'entassent dans vos vaisseaux sanguins et finit par boucher vos vaisseaux sanguins, ou bien une partie de ces plaques-là va se déloger, ça se grignote et ça part boucher un petit vaisseau. Puisque, je vais le rappeler, les vaisseaux sanguins, les artères surtout, quand les artères quittent le cœur, en partant vers les organes en périphérie, le calibre ne fait que diminuer. Donc, un caillot de sang, du sang coagulé, qui quitte un vaisseau de gros calibre, qui circule avec les battements cardiaques, qui ne fait qu'avancer, va se bloquer quelque part et boucher un petit vaisseau. Alors, l'alcool, là, celui qui en consomme risque, surtout la consommation exagérée, plus de 60 grammes par jour, par exemple, d'alcool, peut vous augmenter de 2 fois le risque de faire un accident vasculaire cérébral hémorragique. Nous parlons également de l'obésité et de la sédentarité, ceux qui ne bougent pas du tout. Là aussi, c'est des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral que vous développez. Alors, il y a également, ce qu'il a dit tout de suite, les maladies cardiaques qui peuvent aussi, si tu as déjà une cardiopathie emboligène, tu as un risque de développer un accident vasculaire cérébral si tu n'es pas bien traité. Il a parlé de l'athérosclérose et j'insiste là-dessus. Celui donc qui a ces facteurs-là, que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit le tabac, l'alcool, j'allais oublier, les mauvaises graisses, ce qu'on appelle le cholestérol. Si vous avez aussi un taux de cholestérol élevé dans votre sang, vous pouvez faire un accident vasculaire cérébral. Donc tous ces facteurs-là liés vont favoriser la fabrication des plaques d'athérome qui vont boucher les vaisseaux et vous avez donc un risque très multiplié. Donc plus ces facteurs sont associés chez un patient, en tout cas, moins ses chances de faire un AVC là. La chance de faire un AVC devient moindre. Donc vous avez plus de risques de faire un accident vasculaire cérébral. Donc voici les facteurs de risque résumés en 2 grands groupes. Docteur Boundaoune, on a parlé de l'hypertension artérielle. Quelle est la prévalence de l'hypertension artérielle dans la survenue de l'AVC, surtout dans notre contexte au Burkina Faso? Okay. La prévalence. D'accord. Pour l'hypertension artérielle, il faut dire qu'il y a une étude qui a été faite en 2015, l'étude STEP, qui a trouvé une prévalence autour de 25% dans une population citadine. Mais pour la population, comme on appelle la population urbaine, la population dans les campagnes, voilà, autour de 18%. Mais il faut dire qu'en général, la prévalence aussi entre 23 et 30% au Burkina Faso. Voilà, qui est une prévalence aussi qui est superposable à celui du monde entier. D'accord. Mais docteur Sawadogo, comment savoir qu'on est face à une crise d'AVC? C'est simple, hein. J'avais déjà parlé des symptômes rapido et puis fast. Mais sachez que dans près de 80% des cas, c'est un déficit moteur. C'est donc une paralysie, une faiblesse, surtout d'un membre qui attire l'attention des gens. Et c'est brutal. Là, et c'est brutal. Là, c'est ce qui va vraiment, les patients qui vont peut-être être sauvés. Sinon, on a dit dans la définition, c'est s'ils peuvent donc entraîner la mort. Il y en a, on vient découvrir déjà leur corps. Donc, on n'a même pas le temps de pouvoir
diagnostiquer l'accident vasculaire cérébral. Donc, tous les signes que vous pouvez m'expliquer comment se déroule une crise d'AVC? Ok, merci beaucoup. Un petit scénario, En réalité, c'est quoi? Ce que je viens de vous donner comme explication. Si on va prendre l'accident vasculaire cérébral ischémique, je vous ai dit qu'il y a un caillot, quelque chose qui, dans un vaisseau sanguin, dont le calibre est plus petit, bouche le vaisseau. Donc, en amont, il y a beaucoup de sang, mais en aval, il n'y a plus de sang. Donc, toutes les parties du cerveau sont alimentées par du sang comme le tuyau de l'ONEA qui amène l'eau dans nos maisons. Mais imaginez quelque part, il y a un caillou, je ne sais quoi, un bouchon qui vient boucher le gros tuyau qui amène l'eau dans tout le quartier, excusez-moi, à Gounguin. Voilà, ceux de Gounguin vont être privés d'eau. Voilà. Donc là, étant donné qu'il y a une partie du cerveau qui est privée d'eau et que chaque partie du cerveau a une fonction, vous allez voir que cette partie du cerveau, là où il n'y a plus de sang qui arrive, ne va plus bien fonctionner. Donc du coup, tout va dépendre de la zone du cerveau qui est privée. Mais je prends le cas des hypertendus. À force d'avoir une montée des chiffres tensionnels, parce qu'on a dit, lorsque votre pression artérielle, puisque quand on parle de la pression artérielle, il y a des chiffres en haut et des chiffres en bas. Quand on a un millimètre de mercure. En haut, là, si ça augmente de 20 mm de mercure, ou bien en bas de 10 mm de mercure, ça dédouble le risque, ça multiplie par 2 votre risque de faire un accident vasculaire cérébral. Pourquoi? Et surtout hémorragie, parce que quand ça pompe, il y a des petits, comme des ampoules, on appelle des micro-anévrismes au niveau du cerveau qui se font. Et à l'occasion d'une montée de la pression artérielle, ça se rend et vous saignez dans la tête. Ça fait un accident vasculaire cérébral hémorragique. Donc, voici un peu le mécanisme par lequel on fait soit un accident vasculaire cérébral hémorragique ou ischémique. Mais la thrombose vénéreuse cérébrale, là encore, c'est un petit caillot qui va aller boucher donc une grosse veine. Ça empêche le retour du sang vers le cœur. Comme le retour de sang ne se fait pas, du coup, vous allez avoir une pression. Parce que la boîte crânienne, elle n'est pas extensive. Donc, vous allez avoir une pression qui augmente dans la tête et vous avez des céphalées. Vous allez avoir des troubles visuels. Et même, si l'atteinte c'est au niveau périphérique du cerveau, carrément périphérique mais pas en profondeur, vous pouvez faire même une crise épileptique. Voilà comment, un peu, par quel mécanisme on peut donc faire un accident vasculaire cérébral et comment les signes peuvent se manifester. Donc tout dépend de la zone du cerveau qui est touchée. Chaque partie du cerveau a une fonction bien établie et bien connue. Mais si tout se passe dans une zone qui n'a pas de fonction, pas de souci. Voilà pourquoi. Vous pouvez voir. Ça, c'est rare. Oui, c'est très rare quand même parce qu'il y a des zones dans le cerveau, c'est bien déterminé. C'est la zone de la parole qui est touchée, vous n'allez plus pouvoir bien parler. Si c'est la zone, par exemple, de la vue qui est touchée, il y en a même, mais ils sont là, c'est la vue qui baisse un peu et ça reprend. Mais il y en a, c'est définitivement aussi, parce que c'est la zone qui commande la vision qui est touchée. Docteur Boundaoune, par quel mécanisme les maladies cardiaques peuvent-elles être à l'origine d'un accident vasculaire cérébral? D'accord, merci pour la parole. Alors, si nous partons du principe qu'on a les accidents vasculaires cérébraux, hémorragiques et ischémiques, si nous prenons les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, la principale cause, c'est l'hypertension artérielle que je venais de dire tantôt. Alors, le mécanisme va se faire par la pression. On sait que les vaisseaux, comme il a dit, les vaisseaux sanguins, c'est comme un tuyau de l'ONEA. Alors, si nous avons une pression dans les tuyaux peuvent se rompre. Voilà, et puis entraîner une hémorragie intracérébrale. Donc, c'est le principal mécanisme, en tout cas pour les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Pour ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, on peut en citer 2 ou 3 mécanismes. Voilà, la première, il a évoqué tantôt, c'est lorsqu'un caillot, pour une raison ou une autre, peut quitter dans un organe une partie du corps donné, notamment au niveau du cœur, qui va aller boucher un vaisseau. Voilà. On peut avoir également l'athérosclérose, c'est-à-dire pour une raison ou une autre, le vaisseau peut subir certaines modifications. On a parlé de l'athérosclérose. Donc l'athérosclérose, c'est une pathologie qui prend du temps pour se développer.
ça peut prendre 10, 20, 30 ans. Donc en ce moment, vous avez le cœur, les vaisseaux qui peuvent grossir, mais pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et réduire le conduit où le sang sort. Voilà. Donc ça peut être une thrombose in situ. Voilà. On peut également avoir les deux mécanismes. On peut avoir une thrombose et puis un embole. On peut également avoir une hypoperfusion. Ça veut dire pour une raison ou une autre, le cœur ne pompe pas bien. Donc les vaisseaux peuvent plus ou moins se vider de leur sang. Et les vaisseaux peuvent se vider du contenu. Donc ça entraîne une hypoperfusion. Donc c'est le même mécanisme. Ça peut entraîner les AVC, notamment ischémiques. Ils sont entre 400 et 500 victimes d'AVC diagnostiquées au service de neurologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, constitue une urgence médicale, une maladie qui affecte toutes les tranches d'âge, même les petits-enfants. Hypertension artérielle, diabète, mauvaise alimentation, etc. sont la plupart du temps à l'origine de ce mal avec des conséquences énormes. Un traitement précoce peut limiter les complications et prévenir la survenue d'autres AVC. Issoufou Ouédraogo, Isaka Nana. La parole à peine audible, Issouf Kaboré a été frappé par un accident vasculaire cérébral et admis depuis quelques jours ici au service de neurologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. Même s'il recouvre peu à peu la santé, des séquelles il entraîne déjà, notamment un trouble de la locution et une légère déformation de sa cavité buccale. Je suis venu avec un ami. Bon, je suis venu, je suis tombé à la cour. Et il dormait, moi je suis en train de dormir. Moi je suis dormir. Lui il était couché avec sa femme. Moi je suis couché chez lui. Je suis aussi dit au dehors. Quand il m'a levé, il est resté comme ça. Sinon on n'a rien su comment ça va se passer. Zalissa Ouédraogo, une autre victime de l'AVC. Également admise à l'hôpital Yalgado Ouédraogo de sa maladie, elle ne garde que de brefs souvenirs. Je vendais des marchandises sur mon vélo. Subitement, j'ai senti des vertiges et un coup sur une partie de mon visage. J'ai tenté de m'arrêter en posant le pied, mais j'ai senti que je ne tenais plus. Il a fallu l'aide d'un boutiquier qui était juste à côté. Mais le temps de venir à mon secours, j'étais déjà à terre. C'est là que j'ai été amenée à l'hôpital. L'accident vasculaire cérébral est un véritable problème de santé publique au Burkina Faso. Entre 400 à 500 cas enregistrés chaque année au service de neurologie du CHU Yalgado Ouédraogo. Il se caractérise par une lésion d'une partie du cerveau à la suite de l'obstruction ou de la rupture d'un vaisseau sanguin. L'interruption du flux sanguin ou l'accumulation de sang lors de la rupture provoque la destruction par asphyxie des cellules nerveuses dans la région concernée selon les spécialistes de la santé. On peut avoir deux types d'AVC. L'AVC ischémique où c'est une artère qui est occluse. Ça veut dire qu'il y a un caillot qui quitte le cœur ou les vaisseaux qui viennent boucher au niveau du cerveau, ou l'AVC hémorragique. En ce moment, c'est une irruption de sang au niveau du cerveau. Ce qui doit alerter en cas d'AVC, c'est une manifestation, c'est-à-dire un symptôme neurologique qui va s'installer brutalement. Ça veut dire quelqu'un qui soudainement va avoir une difficulté à mouvoir une partie de son corps, soit le côté gauche, soit le côté droit, une difficulté à s'exprimer. Et tout ça, c'est quelque chose qui vient de façon brutale. Voilà, donc quand on a ça, tout de suite, il faut se diriger vers une structure de santé. Voilà, c'est les principaux signes. On peut également avoir des cas où c'est des céphalées inhabituelles. Voilà, quelqu'un qui a soudainement très mal à la tête, voilà, avec des vomissements parfois, ça va nécessiter que la famille amène ce patient-là vers une structure de santé pour une prise en charge rapide. L'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, l'obésité, la consommation de tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation, la sédentarité et surtout
L'âge sont entre autres facteurs de risque de survenue d'un AVC. Il y a les conséquences motrices parce que c'est un côté souvent qui se paralyse. Il peut arriver que les patients ne récupèrent pas, donc ils vont garder ce qu'on appelle une séquelle motrice invalidante qui va altérer sur la qualité de vie. Quelqu'un qui n'arrive plus à bouger, par exemple, le côté droit ou le côté gauche, ça veut dire qu'il n'arrive plus peut-être à travailler. Voilà. Donc ça va impacter sur la qualité de vie. On peut avoir des conséquences aussi à long terme, ce que nous appelons les démences. Ça va entraîner un tableau de détérioration des fonctions mentales. Voilà. Et en dehors de ça également, on peut avoir une évolution vers des crises d'épilepsie. Donc les séquelles vraiment sont variées, et aussi le fait que ça impacte sur la qualité de vie, c'est ça qui est vraiment important, parce que c'est la qualité de vie de façon globale. Non seulement il y a un retentissement sur le travail pour les personnes qui sont toujours en activité, il y a un retentissement sur la vie familiale parce que ça va nécessiter qu'ils aient des aides pour les activités quotidiennes de la vie. Donc ça impacte beaucoup sur la qualité de vie de nos patients. Une pathologie aux conséquences fâcheuses qui touche même les petits-enfants. L'AVC chez l'enfant peut survenir à tout âge. Il y a des formes même fœtales. Voilà. Donc ça peut survenir à tout âge. La cohorte d'enfants qu'on a ici, ça va du nourrisson jusqu'au grand enfant. Voilà. Et ces enfants, généralement, le terrain qui facilite l'AVC de l'enfant, c'est surtout la drépanocytose. Et aussi les enfants qui naissent avec des cardiopathies, c'est-à-dire des malformations cardiaques. Voilà, donc c'est des dysfonctions cardiaques qui vont concourir à installer des caillots au niveau des cavités cardiaques, et ces caillots-là vont migrer vers le cerveau pour donner des AVC. Dans notre consultation de neuropédiatrie, nous avons des cas d'AVC de l'enfant. C'est pas fréquent, mais il est tout aussi grave parce que l'AVC survient chez un enfant dont le cerveau est en pleine croissance. Donc, c'est des enfants qui vont garder surtout des séquelles. Et les séquelles chez l'enfant, c'est des séquelles motrices, c'est des séquelles cognitives, mentales, avec des difficultés d'adaptation scolaire. Et aussi, une proportion d'enfants de l'ordre de 30% également va garder des séquelles à type d'épilepsie. Pour prévenir les AVC, il est donc essentiel d'adopter une alimentation saine et équilibrée, indiquent les nutritionnistes. De bons choix alimentaires nous permettent de maintenir un poids de santé et surtout de réduire la pression artérielle, de réduire aussi le taux de cholestérol, ce qui nous permet de réduire le risque de maladies vasculaires cérébrales. Le bon choix de nourriture à consommer, c'est surtout de manger beaucoup plus les fruits et les légumes qui sont riches en minéraux, qui sont riches en vitamines, qui sont aussi riches en antioxydants, qui protègent le système cardiovasculaire et donc qui réduit aussi le risque de l'AVC. Il faut s'en dire que pour un patient qui a déjà un AVC, il est très important d'agir parce que près de plus de la moitié des patients qui ont un AVC ont une surcharge pondérale. Et donc, du coup, il faut une alimentation qui soit hypocalorique le plus possible, et moins de calories. Et qui parle de calories, parle des aliments qui sont hypercaloriques, tels que les lipides, les glucides, qui sont vraiment hypercaloriques, qu'il faut réduire au maximum. Donc, une alimentation évidemment bien réduite en lipides animaux, c'est-à-dire qu'il faut privilégier les huiles végétales qui sont riches en huile polyinsaturée et qui est bien pour l'organisme. Donc éviter tout ce qui est matière grasse animale, comme on l'a si bien dit. Les légumes sont très importants. Nous avons vu que dans l'enquête STEP au Burkina Faso, nous avons que 12,5% de personnes qui consomment au moins 5 légumes et fruits par jour. Donc ça veut dire qu'on a plus de 80% de la population ne consomme pas assez de légumes ni de fruits. Donc c'est une enquête qui a été réalisée en 2021 au niveau national et qui le démontre. Donc au niveau des fruits, nous avons à peu près
1 à 2 légumes par jour de consommation. Ce qui est en deçà parce que l'OMS conseille au moins 5 légumes. On peut récupérer de l'AVC, indique par ailleurs le docteur Kielem. La prise en charge de l'accident vasculaire cérébral est pluridisciplinaire. Elle allie traitement médicamenteux, chirurgical ou de rééducation. Les AVC hémorragiques, une fois que la suffusion hémorragique ne se fait pas et que le sang disparaît progressivement du cerveau, avec l'aide de la kinésithérapie, on a des patients qui récupèrent de leur fonction motrice. Voilà. Maintenant, dans les cas d'AVC ischémique, il faut savoir que quand il y a une ischémie, il y a une zone du cerveau qui va noircir, donc cette zone-là perd sa fonction. Donc en perdant sa fonction, c'est des patients qui récupèrent, mais souvent partiellement. Donc ils peuvent garder un handicap moteur, ils peuvent garder un handicap qui sera fonction de la zone touchée. Le dépistage précoce des facteurs de risque reste le principal moyen pour prévenir l'accident vasculaire cérébral. Éviter la sédentarité, avoir une bonne alimentation, pratiquer une activité physique régulière sont entre autres conseils prodigués par les spécialistes de la santé. Docteur Sado, quelles peuvent être les conséquences de l'AVC? Alors, les conséquences de l'AVC peuvent être vraiment dramatiques parce que tout va dépendre des causes. On avait tantôt parlé des causes. Hein? La cause, elle peut être infectieuse, la cause, elle peut être métabolique ou toxique, comme on vient de dire. On a parlé des facteurs de risque. Donc, tout cela mélangé avec un accident vasculaire qui est survenu peut avoir donc des conséquences socio-professionnelles. On peut avoir des conséquences sur le plan même, comment on appelle ça, économique, chez l'individu et sa famille, des conséquences psychologiques. Alors, imaginez-vous, on dit que sur ceux qui vont avoir un accident vasculaire cérébral, il y a, parmi les survivants, il y aura 75 à 80% qui vont avoir des séquelles graves. Ces séquelles peuvent être visibles ou invisibles. Les séquelles visibles sur le plan donc, physique, la motricité, ou bien ce qu'on appelle la cognition. Hein, par exemple, quelqu'un qui est là, il ne peut plus parler, il ne peut plus raisonner, il ne peut plus faire un bon jugement. Alors, vous pouvez avoir les séquelles... Une personne réduite. Voilà, réduite, qui perd même la confiance en soi et l'estime de soi, avec la stigmatisation même dans la population, parce qu'on se dit que cette personne est devenue incapable. Donc, tout cela joue sur la personne. Les conséquences invisibles dont je parlais, ça peut être, c'est sur le plan psychique et psychologique surtout, l'anxiété, la dépression. Hein, vous ne vous sentez plus vous-même. Alors, vous qui travaillez avant, vous pouvez perdre votre emploi parce qu'on se dit que vous n'êtes plus capable. Ou bien vous étiez en train de vouloir chercher de l'emploi et à cause de cela, vous ne pouvez plus trouver du travail. Également, j'ai parlé de la stigmatisation. Et sur le plan, donc, comment on appelle ça, sur le plan psychologique, j'en ai développé un peu, mais les conséquences peuvent aussi, dans notre société, être économiques. Parce que le coût même de la prise en charge, quand vous prenez un patient qu'on hospitalise au niveau des urgences, je vous dis que en moins d'une semaine, il y en a qui viennent qui disent que nous, on est venu avec 250 000, c'est parti. Parce que à la première phase, il faut faire des examens. Par moment, il faut demander une imagerie, ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique, pour poser le diagnostic, pour voir dans le cerveau ce qui s'est passé. Ça coûte cher. Donc, vos économies vont y rentrer pour quelqu'un qui ne produit plus. Également, il y a même l'adaptation. Après cela, il faut souvent faire des modifications à la maison. Je pense que le médecin physique et d'adaptation va revenir là-dessus. Il faut, par moment, les moyens même de déplacement, il faut les modifier, il faut mettre des rampes d'accès à la maison. Et tout cela, c'est très coûteux. C'est coûteux pour l'État. Si vous regardez, bon, quand l'assurance maladie universelle va être réellement mise en place, vous allez voir. Prenons les pays comme la France, pas moins de 8 milliards d'euros par an pour la prise en charge des cas d'accidents vasculaires cérébraux.
Au Burkina, quand on aura donc l'assurance maladie qui sera mise en place, vous allez voir le coût réel que ces accidents vasculaires cérébraux peuvent nous montrer. Et même, il a été dit que d'ici 2030, le poids donc économique de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux pourrait atteindre plus de 4 fois même la prise en charge, et le coût même du paludisme, et plus de 3 fois le coût de la tuberculose. Donc aujourd'hui, on parle du paludisme, on dit c'est coûteux, mais les accidents vasculaires cérébraux sont en train donc de devenir très coûteux et ça risque vraiment de dépasser même les maladies dont on connaît. Donc c'est pour dire que il y a beaucoup à faire. Les conséquences sont vraiment énormes sur la société, sur l'individu lui-même et sur sa famille. C'est vraiment un drame. Malheureusement, sur des individus qui ne peuvent pas, parce que pas plus de 20 à 25% de ceux qui ont été victimes d'accidents vasculaires cérébraux pourront reprendre leur travail de façon normale, comme avant. Le reste, c'est avec les séquelles qui vont les handicaper, voilà, plus ou moins. Docteur Saoudou, est-ce qu'il existe un médicament qu'on peut prendre pour éviter un AVC? Alors, on peut dire qu'il peut exister des médicaments qu'il faut prendre à partir du moment où je considère même nos aliments. L'alimentation même, c'est un médicament. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir une alimentation, comme les nutritionnistes l'ont dit, équilibrée. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Tout se trouve là-bas. C'est dans nos plats que tout se trouve. Alors, il faut prévenir l'accident. Parce que si vous avez, par exemple, une cardiopathie dont on a dit, si vous avez une cardiopathie, mais il faut prendre ton traitement normal. Si tu as une maladie, l'hypertension artérielle, tu prends ton traitement normalement, tu es suivi correctement par le médecin. Je pense que tu vas réduire et tu vas même éviter l'accident vasculaire cérébral. Si tu as des problèmes de cholestérol, ce qu'on appelle la dyslipidémie, les lipides c'est trop, on te donne une prescription, il faut prendre. Donc ça, c'est les médicaments vraiment qui peuvent prévenir. Donc si tu as une pathologie connue et on te donne un traitement pour que cette pathologie guérisse et qu'on voit que cette pathologie peut donner un accident vasculaire, en ce moment, ce sont ces médicaments-là qui vont aider à prévenir l'accident vasculaire cérébral. Si tu as une infection, on te dit qu'il faut te soigner pour que l'infection-là ne cause pas, parce qu'il y a des inflammations au niveau des vaisseaux de la tête qui peuvent donner ce qu'on appelle des vascularites et ça cause aussi des accidents vasculaires cérébraux. Donc la prévention va dépendre de tout un chacun, des facteurs de risque que chacun a. Donc je peux dire qu'il y a des traitements, mais attention. Okay. Mais l'autre Parlant côté, de traitements, quels sont les traitements disponibles pour une prise en charge efficiente des accidents vasculaires cérébraux? Merci beaucoup pour cette question. Le traitement, nous pouvons voir le traitement sur 2 voire 3 volets. Alors, il y a une première partie, c'est le traitement médicamenteux et il y a le traitement aussi chirurgical. Dès qu'on voit le patient dans les 4 premières heures, il y a des médicaments qu'on peut mettre. En ce moment, c'est vraiment curatif. Si c'est un caillot qui a créé donc l'accident vasculaire cérébral, s'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'interdiction à mettre ce médicament-là. On met le médicament et le patient se lève immédiatement. Et le traitement, on peut l'administrer en fonction du type de molécule, parce que actuellement là, il y a l'alteplase qu'on utilise. Mais vous savez que les urgences traînent au niveau de nos hôpitaux. Oui. Vous parlez de 4 heures, le temps de quitter la maison, d'arriver, que les urgences, au sein des urgences, les premiers gestes, c'est pas aussi rapide. Hein. Mais par moment, le retard n'est même pas lié aux urgences. Il y a ce qu'on appelle les 3 retards. Oui, c'est ce que je veux dire. Je dis de la maison. De la maison. D'abord, même savoir que c'est un AVC et prendre la décision pour aller à l'hôpital. Ça peut traîner. Ensuite, sur la route même, vous prenez la voie et puis vous êtes tombé dans l'embouteillage, donc il y a des bouchons. Là, ou bien vous n'avez même pas de moyens pour partir. Il n'y a pas d'ambulance et autres. Également, quand vous arrivez à l'hôpital, voilà, vous trouvez que peut-être il n'y a pas de place. On a vu des malades qui arrivent dans un CHU, sont obligés de quitter, aller dans l'autre CHU. Donc, facilement, 4 heures, ça peut passer. Mais là même, c'est pas là, le problème même n'est pas là. Vous pouvez arriver à temps, en moins d'1 heure. Mais le médicament n'existe pas. Donc la thrombolyse, c'est ce qu'on appelle la thrombolyse ou la fibrinolyse intraveineuse. Il nous faut des unités neurovasculaires, des unités pour les urgences de ce genre. Là, dès que le malade arrive, automatiquement, on diagnostique et on administre le produit en moins d'1 heure. Une perfusion et le malade se relève.
Ça se fait dans les autres pays. Voilà, surtout dans les pays développés. Mais bon, dans certains pays voisins, il semblerait que ça se fait aussi. Donc, notre plaidoyer est que vraiment, on nous aide à pouvoir avoir cela parce que nous avons les compétences au Burkina. Il y a plein qui ont été formés à ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le traitement chirurgical. Si on a dépassé ce délai, là où on va mettre ce médicament qui va aller détruire le caillot et déboucher les vaisseaux, si on a dépassé ce délai, on peut faire ce qu'on appelle la thrombectomie. En ce moment-là, c'est grâce aux radiologues, c'est éco-guidé, on met quelque chose, un dispositif dans les vaisseaux sanguins, dans le vaisseau, jusqu'à on peut enlever donc ce caillot-là et le vaisseau est réperméabilisé. Là aussi, il y a des indications et des contre-indications. Également, je vous l'ai dit, le traitement, bon, les autres facteurs qui sont à côté, hein, voilà ce qui a causé, il faut traiter cela. Mais il faut faire la kinésithérapie, la rééducation. Je pense que le médecin physique et réadaptation est là, il va vous détailler cela de long à large. Donc le traitement existe bel et bien, mais il faut tout faire pour ne pas avoir un accident vasculaire cérébral parce que en ce moment, le traitement que nous on fait, c'est un traitement vraiment pour éviter un autre accident vasculaire cérébral. Au Burkina Faso, c'est ce que nous on fait. Si tu fais ton AVC, nous on n'a pas un médicament. Pour le moment, on n'a pas l'unité pour pouvoir mettre ce médicament-là pour détruire ce caillou-là. L'autre traitement chirurgical, c'est quand c'est un accident vasculaire cérébral hémorragique et le sang est quand même un peu volumineux dans le cerveau, on peut aller un peu décomprimer en ouvrant la boîte crânienne pour donc évacuer le sang, ou bien faire ce qu'on appelle des dérivations pour que le liquide céphalorachidien circule autrement pour empêcher donc que la pression augmente dans la tête. Ou il y a des AVC qu'on appelle des AVC donc malins, c'est ischémique mais ça a pris peut-être toute une moitié du cerveau. Et ça fait une sortie d'eau des vaisseaux pour rentrer dans le parenchyme cérébral, ce qu'on appelle œdème cérébral. Et l'œdème cérébral aussi peut conduire à la mort. Donc quand l'œdème est très très important, on peut également faire une chirurgie et enlever un peu, ouvrir un peu la boîte crânienne pour réduire cette pression au niveau de la tête qui soulage beaucoup donc le patient. Voilà donc les moyens thérapeutiques dont nous pouvons citer approximativement. D'accord. Ok, parlant de rééducation, ça c'est la prise en charge d'une séquelle ou des séquelles de l'AVC. Donc, je vais m'adresser maintenant au Dr Thiao. Quand est-ce que le médecin physique et réadaptation intervient dans la prise en charge des AVC? Alors, merci bien, Madame Dao. Alors, comme vous l'avez constaté, effectivement, que depuis longtemps, Dr Sawadogo et mon collègue, il parlait. Et c'est maintenant que moi, je prends la parole. Tout à fait. Mais je profite également, en tout cas, dire merci à la Société burkinabé de neurologie et également à la RTB. Alors, le médecin MPR va intervenir, on va dire, à toutes les phases après un AVC. Alors, je m'explique. Parce que depuis la phase aiguë, on a une phase où on dit c'est la phase aiguë, c'est la phase où effectivement tout est un peu chaud, on vient nouvellement d'amener le malade aux urgences ou bien peut-être en réanimation ou bien peut-être même en unité neurovasculaire. Pendant cette phase-là, le médecin MPR va intervenir. Mais cette intervention-là même va commencer d'abord par une bonne évaluation. On va évaluer d'abord le patient pour déjà savoir, d'un point de vue fonctionnel, qu'est-ce qu'il faut prévenir pour ne pas justement que, en fait, ce patient-là, même lorsqu'il va commencer à récupérer, qu'il y ait des problèmes. Donc, et cette évaluation va, bien entendu, faire entrer en jeu un certain nombre, en fait, de collaborateurs, notamment, en fait, les kinésithérapeutes. Ça peut être également des orthophonistes, mais en tout cas, tous ceux qui vont œuvrer autour, en fait, de la MPR, ils vont intervenir en ce moment-là pour prévenir ce qu'on appelle les complications de l'immobilité et du décubitus. Parce que, ils l'ont dit tantôt ici, et parmi ces complications, celle-là qu'on rencontre le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les escarres. Et ces escarres, c'est comme des plaies au niveau des fesses. Et très souvent, c'est l'une des conséquences même qui va emporter en fait le patient lorsqu'il est en hospitalisation. Donc, il faudrait travailler déjà à voir en fait quel type de support effectivement
en termes de matelas anti-escar pour prévenir justement et donner un programme par rapport aux périodes de retournement en fait du patient pour éviter justement que cette complication-là ne se fasse. Et en dehors de ça, il y a le kinésithérapeute qui va intervenir, bien entendu, dans la prévention de tout ce qu'on appelle en fait les raideurs. Parce que si on laisse, on a dit ici, l'une des fonctions de l'appareil locomoteur, justement, c'est de pouvoir permettre en fait la marche, ou bien en tout cas de pouvoir permettre ce qu'on appelle en fait la préhension, c'est-à-dire pouvoir attraper quelque chose. Et si on ne s'attaque pas à ça, vous avez les muscles qui vont se rétracter, vous avez effectivement les articulations qui seront raides. Et en ce moment, même si le patient commence à récupérer, on va avoir des problèmes. Donc ça, c'est pendant la phase aiguë, déjà, on va travailler en tout cas à pouvoir lutter contre toutes ces complications-là. Voilà. Et comme il a dit, parce que pour l'ensemble en fait, justement, de ces patients qui ont fait un AVC, lorsque effectivement le patient est hospitalisé, si on ne prend pas garde, si par exemple, même si ce n'était pas un caillot qui allait boucher, il y a des caillots qui peuvent se former du simple fait même qu'on est hospitalisé. Donc, nous, on va travailler en tout cas à pouvoir, qu'on appelle, mettre au plus tôt, en tout cas le patient au fauteuil, de sorte que normalement il commence à récupérer en fait sa fonction. Donc ça, c'est pendant la phase aiguë. Et après la phase aiguë, vous avez une phase qu'on appelle la phase de récupération. Et pendant cette phase de récupération, on va travailler essentiellement, en tout cas, à pouvoir récupérer un certain nombre de fonctions. Parce que comme il a dit, mes prédécesseurs l'ont dit, au niveau du cerveau, il y a plein de fonctions qui seront touchées. Les conséquences, je pense que le docteur Sawadogo en a parlé. Vous avez la conséquence au plan moteur, vous avez une conséquence au plan cognitif, vous allez avoir une conséquence peut-être d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel. Tous ces éléments-là seront pris en compte. Et après cela, il y aura une autre phase en fait qu'on va appeler un peu la phase de séquelles, comme il le disait. Et pendant cette phase de séquelles, le médecin MPS sera toujours présent pour accompagner le malade. Parce que si on ne l'accompagne pas, comme le dit le docteur Sawadogo, il y aurait une récidive. Ça, c'est sûr et certain. Mais quel type de soins le médecin MPR fait-il? Est-ce que ces soins-là diffèrent-ils en fonction du type d'AVC? Alors, les différents types de soins que le médecin MPR va, en tout cas, administrer, il faut se dire, comme on l'a dit, nous, on s'attaque vraiment à la conséquence de l'affection en question. Donc, vous allez avoir, en fait, au plan moteur, déjà, en tout cas, on va essayer, il y a un certain nombre, en fait, de techniques qu'on va appliquer. Il y a ce qu'on appelle l'éveil sensitivo-moteur, c'est-à-dire, il y a plusieurs techniques, il y en a tellement. Et dans ces techniques-là, vous avez la technique de Bobard, de Cabard, ce sont des termes un peu spécialisés. Et de plus en plus, l'une des dernières techniques qu'on utilise beaucoup plus, c'est surtout en fait ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Ce sont des casques en fait qu'on fait porter, de sorte qu'à pouvoir ramener la première fonction en fait du cerveau qu'on a, c'est ce qu'on parle d'un point de vue moteur. Parce que c'est ça. Donc les soins seront axés en fait sur ça. C'est-à-dire d'un point de vue moteur, comment le patient va pouvoir reprendre la marche, comment il va pouvoir reprendre ce qu'on appelle la préhension. Vous voyez, la préhension, la main, quand on regarde, on a l'impression que c'est quelque chose, c'est un geste qui est simple, mais c'est un geste qui est tellement complexe. Et ce qui fait qu'à ce niveau, on va travailler en fait pour pouvoir récupérer ça. Et en dehors de ça, vous avez par moment des fonctions en fait qui peuvent toucher en fait d'autres grandes fonctions, telles que le langage. Et en ce moment, on va faire intervenir des spécialistes en fait qui travaillent toujours au compte de la MPS, qu'on appelle les orthophonistes, pour travailler le langage, ou bien s'il y a des troubles de la déglutition, pour pouvoir travailler les muscles en fait qui permettent aux patients de pouvoir s'alimenter. Parce que au cours de l'AVC, vous pouvez avoir justement ces muscles-là qui se retrouvent paralysés. Et l'une des choses qu'on ne dit pas très souvent, c'est qu'on a plein de nos patients souvent, peut-être qui meurent juste pour ça. Parce que si les muscles sont paralysés, au moment en fait de prendre le repas, on peut avoir justement une fausse route. Et souvent, quand tout ça, ce n'est pas, on n'arrive pas à faire le point et puis à prendre en charge en fait ces éléments-là, on peut se retrouver effectivement, en tout cas, bloqué. Voilà. Et en dehors de ça, il y a des traitements médicamenteux qu'on va donner parce que parmi les conséquences en fait de ces accidents vasculaires cérébraux là, vous avez souvent ce qu'on appelle la spasticité. La spasticité, c'est-à-dire vous voyez un patient qui marche, la main, elle est un peu dure,
Même quand il peut faire un mouvement, c'est comme si il y a certains muscles qui résistent, qui refusent qu'il fasse le mouvement. Et c'est ce qui arrive également pour la marche. Et là, en ce moment, le médecin MPR va donner soit des traitements médicamenteux, soit le traitement qui est disponible normalement et qui est de premier choix, c'est ce qu'on appelle la toxine botulique. Mais comme le disait encore docteur Sawadogo, nous ne l'avons pas ici. Pour certains de nos patients qui peuvent se permettre d'acheter le petit flacon, on commande. Le petit flacon de 100 unités internationales, c'est pas moins de 250 000 francs. Et alors que ce médicament est très utile et on espère qu'avec l'assurance maladie universelle, peut-être que ce sont des molécules qui pourront faire partie, en tout cas des molécules en tout cas, qui seront prises en charge et prises en compte par l'assurance. Voilà. Docteur Tchaou, est-ce qu'on peut récupérer de la paralysie de la moitié du corps? Parce que la plupart des malades ont cette paralysie de la moitié du corps. Est-ce qu'on peut récupérer? Alors, je vais imaginer un peu en disant que oui et non à la fois. Parce que c'est comme le docteur Sawadogo le disait. Tout va dépendre un peu de l'étendue en fait, de la lésion, de la localisation et qu'est-ce qu'on a fait dès le départ pour permettre au patient en fait, de récupérer de sa paralysie. Je vous prends un exemple. Nous sommes 4 sur le plateau. Si toutefois on amenait en fait un sac de riz de 50 kilos, on dit nous 4 on doit le soulever pour amener par exemple, je sais pas, à la porte. Et que pour une raison ou bien pour une autre, moi je me retrouve être défaillant. C'est-à-dire je n'arrive pas en fait à soulever. Alors, dans un premier temps, je n'arrive pas à soulever, mais avec l'aide peut-être qu'on m'a donné d'autres choses, je reviens et je suis en forme. Effectivement, ben, on va se débrouiller en fait et puis amener le sac au dehors. Mais supposons que en fait sur nous 4, il y a 3 personnes qui sont défaillantes et qu'il n'y a qu'une seule personne justement pour faire ce travail-là. Vous voyez que souvent ça devient difficile. C'est la même chose qui se passe au niveau du cerveau parce que le docteur Sawadogo l'expliquait tantôt ici. Il a dit en fonction, si le nombre de neurones qui seront touchés là, en fonction de cela, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains déficits qu'on va récupérer complètement et il y a d'autres qu'on va essayer de récupérer au maximum. Parce que c'est là où la rééducation va intervenir, parce qu'on va essayer de recréer des schémas, parce que vous savez qu'au niveau du cerveau, pour qu'on ait une action motrice, ce sont des connexions qui sont ensemble. Et ces connexions-là, ben, comme il le disait tantôt, s'il y a l'un des quartiers en fait qui n'est pas approvisionné par l'ONEA, ben, nous en rééducation, nous on se débrouille en fait, en tout cas on fait de sorte qu'il y ait un autre quartier parallèle qui puisse fournir de l'eau, même si c'est pas à 100%. Voilà, c'est exactement à peu près la même chose. D'accord. Voilà. Mais quelle devrait être la fréquence des séances de rééducation pour espérer une bonne récupération? Alors la fréquence des séances de rééducation, il faut dire clairement que pour quelqu'un qui vient en tout cas de faire un AVC qui est en milieu hospitalisé, normalement la fréquence, on devrait commencer non seulement le plus tôt possible, c'est-à-dire dès le début, on va dire à peu près une semaine ou en tout cas après l'AVC, lorsque on a fini de lever l'urgence par rapport à la cause qui a créé ça, il faut commencer les séances. Et normalement, pour un patient hospitalisé, les séances devaient se dérouler aussi bien le matin, au moins 2 fois par jour. Sur au moins les 5 jours en fait de la semaine. Ça, c'est ce qui est normal. Okay. Mais chez nous, au Burkina, ici, pour pouvoir le faire, il faudrait que le patient soit hospitalisé. Alors, vous savez que dans tout le pays, en tout cas, dans tous nos CHU, il n'y a aucun service en fait de médecine physique avec une hospitalisation complète. Ça n'existe pas. Bon. Et là, peut-être c'est l'occasion pour moi de faire le plaidoyer, si en tout cas nos plus hautes autorités nous regardent, parce que c'est important, parce que réaliser les séances 2 fois par jour, et pendant au moins les 5 jours. Pendant combien de temps? Pendant au moins les 5 jours de la semaine, okay. Ça donne plus de chances en fait aux patients de récupérer. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais après les 5 jours, il faut poursuivre la rééducation. Ben, il faut poursuivre la rééducation. Parce pendant combien de temps? Alors, ça dépend. Tout va dépendre encore, une fois de plus, comme je l'ai dit, parce que ce sont des chemins en fait de nouvelles voies de connexion qu'il faut créer. Okay. Et ces nouvelles voies de connexion qu'il faut créer, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ça. Oui, ça dépend de l'état
l'état même du patient, comme il le disait, parce qu'il y a des conséquences où par moment vous avez un patient soit qui est dans une phase de dépression, soit peut-être même que l'étendue même de la lésion, ou bien par exemple lorsqu'il y a des troubles en fait de fonction supérieure. Un patient qui n'arrive pas à parler, ça pose problème. Un patient en fait qui a des troubles vésico-sphinctériens, c'est-à-dire qu'au niveau il n'arrive pas à se retenir et qu'il y a plein d'éléments comme ça qui vont entrer en jeu. Et c'est pour cela que c'est nécessaire d'avoir une hospitalisation complète si on veut récupérer le plus tôt possible, en tout cas pour les patients qui viennent de faire un accident vasculaire cérébral. Docteur Boundaoune, quel rôle doit jouer le cardiologue dans la prise en charge des AVC à la phase aiguë ainsi qu'à la phase chronique? Merci pour la question. Et à la phase aiguë, ce qui importe, c'est de connaître en fait la cause de l'AVC. Initialement, il faut connaître que c'est un AVC ischémique ou hémorragique. Si c'est un AVC ischémique, c'est une cause, une thrombose quelque part. En tandem avec les neurologues, on fait la thrombolyse. Et à côté de cela, s'il s'agit d'un AVC et un accident vasculaire cérébral hémorragique, il faut gérer les facteurs qui sont en cause, notamment l'hypertension artérielle. En fonction du type d'AVC, on peut moduler les chiffres tensionnels. Voilà. Également, il faut dire également que c'est un facteur et c'est un problème, un gros problème de santé publique. Voilà. Un gros problème de santé publique, et il faut vraiment qu'il y ait les unités neurovasculaires. Parce qu'il faut rapprocher. C'est vrai que nous sommes dans les hôpitaux, mais il faut qu'il y ait une chaîne où quand quelqu'un qui présente un signe, il faut qu'il se présente rapidement à l'hôpital. Sinon, on peut faire la télémédecine. Voilà. La télémédecine, la personne peut appeler en fonction de là où il est. On peut faire des gestes qui sont nécessaires. D'accord. Nous allons retrouver à présent Viviane Tiendre-Bego pour les questions des téléspectateurs. Merci Maïmouna Dao. Madame la logo Nezerbo Aïsatara à Ouagadougou a plusieurs préoccupations. Est-ce qu'un enfant dont l'âge est compris entre 5 et 18 ans peut faire un AVC? Son autre question, est-ce que les personnes minces, poids plumes, peuvent être victimes d'AVC? Pose la question parce qu'on se dit couramment que ce sont les personnes fortes qui sont prédisposées aux maladies cardiovasculaires. Et son autre question, est-ce que l'accident cardiovasculaire a une incidence sur la longévité de la personne qui en est victime? Est-ce qu'on peut faire des AVC à répétition? Et elle a constaté qu'après un AVC, le malade développe des sautes d'humeur. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que cela n'est pas favorable à un autre AVC, le fait de s'énerver facilement et très rapidement? Et enfin, sa dernière question, quel régime alimentaire adopter pour quelqu'un qui a été victime d'un AVC? Madame Samira Delma nous a appelé de Ouagadougou. Elle précise qu'elle a 21 ans et quelquefois, quand elle dort, au réveil, elle a une sensation d'engourdissement, généralement dans un de ses bras, et pourtant, elle dort, dit-elle, sur son ventre. Donc, pas de moyen d'écraser un de ses bras. Est-ce que ces engourdissements-là sont le signe avant-coureur d'un AVC? Dans tous les cas, quels conseils vous lui donnez pour éviter cet engourdissement-là? Elle poursuit en précisant que la sensation disparaît au bout de 2, 3, 4 minutes dès qu'elle fait des mouvements. Monsieur Rabo Zakaria est à Banzon.
il est dans la trentaine et lui, il dit que quand il s'énerve, il a constaté que sa tension monte et il a des maux de tête terribles. Et les maux de tête terribles, il en a souffert pendant longtemps. Il a dû même passer par un traitement à l'indigénat pour se sentir mieux maintenant. Et sa question, c'est quelles sont les vraies raisons de l'AVC? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les AVC? Comment réduire le taux de mortalité de ceux qui ont fait un AVC au Burkina Faso? Il pose la question parce que sous d'autres cieux, notamment en Europe, on constate qu'il y a des gens qui ont fait des AVC et qui récupèrent beaucoup plus qu'au Burkina Faso. Ici, dès qu'on dit que quelqu'un a fait un AVC, c'est très rare de le voir récupérer complètement et la plupart du temps, la personne meurt. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les AVC? Madame Mounia Ouedraogo, elle se demande quelle est la différence entre un AVC et un AIT, un accident ischémique transitoire. Elle dit qu'elle a entendu parler de cela et elle se demande si c'est la même chose ou bien il y a une différence. Madame Ursule Tapsoba Bobo Djoulasso, elle se demande comment faire la différence entre un AVC et les maladies et les problèmes de santé qui peuvent survenir comme les crises d'épilepsie, les migraines. Monsieur Amidou Yamego, lui, a envoyé sa question de Koudou. Est-ce qu'on peut avoir un AVC sans présenter de signes visibles? Est-ce qu'on peut avoir un AVC même sans le savoir? Est-ce qu'il y a des petits AVC et de grands? Voilà un peu cela. Et Madame Myriam Ouedraogo, elle poursuit. Est-ce qu'on peut avoir un AVC pendant son sommeil? Et quand c'est comme ça, comment on s'en rend compte? Est-ce qu'on peut mourir facilement comme ça, dormir et puis ne pas se réveiller? Est-ce qu'il faut comprendre ceux qui dorment et qui meurent, et on constate qu'ils sont morts au réveil? Est-ce qu'on peut lier cela aux AVC? Et Monsieur Joseph Sawadgo à Ouagadougou se demande s'il y a des familles où les membres sont prédisposés à avoir des AVC. Si oui, comment ces familles doivent se comporter? Monsieur Mohamed Ouedraogo Awaubia se demande quel est l'impact de l'AVC sur la vie sexuelle. En plus clair, il demande est-ce qu'un homme qui a été victime d'un AVC peut devenir impuissant, même si auparavant il était très très fort. C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Merci Viviane Tendrebeu. Retour sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. Nous commençons avec celle de Madame Lalogo, Aïssa, à Ouaga. Elle a plusieurs préoccupations. Docteur Sawadou, un enfant dont l'âge est compris entre 5 et 18 ans peut-il faire un AVC? Merci beaucoup, Madame Dao. Quand on dit accident vasculaire cérébral, ça n'est pas une personne. Voilà pourquoi on dit que c'est un drame, ça n'est pas une personne. Les personnes âgées, les personnes les moins âgées peuvent faire l'accident vasculaire cérébral. Par exemple, chez les enfants, alors l'un des facteurs de risque, c'est la maladie qu'on appelle la drépanocytose. La plupart du temps, chez les enfants, on se rend compte que c'est la drépanocytose qui est à l'origine. Mais, comme on dit là, les infections aussi peuvent être à l'origine, etc., etc. Donc, un enfant peut bel et bien faire un AVC, comme vous l'avez vu dans le reportage. Même des fœtus, dans le ventre même de la maman, peut faire donc un accident vasculaire cérébral parce que vous pouvez avoir tout ce qui peut troubler la circulation sanguine ou rompre un vaisseau sanguin peut causer un accident vasculaire cérébral. C'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que les personnes minces non obèses peuvent être victimes d'AVC? Alors, là aussi, comme on l'a dit, n'importe qui, on a dit n'importe qui, voilà, mais quand on dit l'obésité, alors c'est un facteur de risque. Donc quelqu'un qui est obèse, il aura donc, si vous avez dans votre organisme, là, vous n'avez rien d'autre, et l'autre il est mince, mais par contre, l'une est obèse, celui qui est obèse va donc développer. Mais si tu es
entre griffes, maigre, chétif, et tu as des facteurs de risque comme on a cité là. Parce qu'on peut être maigre et faire l'hypertension artérielle. On peut être maigre et avoir une infection. On peut être maigre et puis avoir le cholestérol qui est trop, avoir le diabète, etc. Donc, vous pouvez faire un accident vasculaire cérébral. Okay. Et l'impact sur la longévité? Alors, sur la longévité, sachez que l'accident vasculaire cérébral réduit l'espérance de vie. Et beaucoup meurent quand vous regardez les statistiques, là, beaucoup vont mourir même dans les premiers jours, là, les 10 premiers jours. Beaucoup vont mourir parce que les 75% de survivants, là, la plupart de ceux qui vont mourir, c'est dans les 10 premiers jours. Après, dans le mois qui suit, ensuite, dans les 3 mois qui suivent. Maintenant, l'espérance de vie autour de 5 ans qui suivent, il y en a qui vont récidiver. Près de 50%, donc tout dépendant des facteurs de risque. Donc, je dis que ça réduit la longévité. Parlant de la récidive, toujours la question de Mme Lalogo, elle a dit qu'elle a constaté qu'après un AVC, le malade développe des sauts d'humeur. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que c'est pas cela qui entraîne la récidive? Non, en réalité, je vous l'avais dit, au niveau des conséquences psychologiques, vous voyez quelqu'un qui se sent diminué, les conséquences invisibles, les séquelles. Donc la personne développe déjà, il y a un trouble. Parce que dans le cerveau, disons que chaque partie du cerveau a ses fonctions. Voilà pourquoi dans le traitement même, nous, on met des médicaments antidépresseurs. Parce que tout simplement, le fait même de s'asseoir et de se sentir incapable de faire ce qu'on peut faire, il y a des répercussions psychologiques. Donc il faut comprendre ceux qui ont été victimes d'AVC, il y a la dépression, il y a l'anxiété qui est là. Donc ça entraîne des troubles du comportement, ça entraîne des modifications même de la personnalité par moment. Voilà, c'est pas de leur faute. Il y a le régime alimentaire qui est venu. Donc après l'AVC, quel régime alimentaire adopter? Je pense que la nutritionniste en a parlé, les nutritionnistes en ont parlé dans le reportage. Peut-être que vous pouvez rappeler rapidement. Ok, au niveau du régime alimentaire, il faut vraiment noter que nous devons manger sain et équilibré. Les excès, il faut faire attention. L'excès d'huile, je vais parler terre à terre, l'excès de sucre, l'excès de sel, puisque tout cela va nous permettre d'éviter ce qu'on appelle l'hypertension, le diabète et les dyslipidémies, qui sont des facteurs donc, de risque. Donc il faut manger vraiment équilibré, beaucoup plus de fruits, beaucoup de légumes. Je pense que le docteur Bundaone peut compléter. Docteur Bundaone, vous allez... Oui, c'est l'alimentation, bon, c'est comme il a dit, hein, l'alimentation qu'on appelle l'alimentation méditerranée, il faut le faire, c'est-à-dire beaucoup de fruits et légumes, moins de graisse, moins d'huile et puis moins de sel. Madame Samira Delma, elle a 21 ans, elle dort la nuit et elle a des sensations d'engourdissement au niveau des bras. Elle dit qu'elle dort sur son ventre, donc il n'y a pas de moyen d'écraser ses bras. Est-ce le signe d'un AVC? Docteur Chao. Alors, elle a bien précisé que c'est un engourdissement, mais on ne va pas répondre dire que c'est un signe d'un AVC parce que nos collègues ici, ils ont bien situé en fait dans le cadre. Lorsque c'est un AVC, vous allez avoir en fait le déficit qui va se prolonger, c'est-à-dire la faiblesse au niveau du membre. Elle dit que 2 à 4 minutes après, elle récupère. Donc ça fait appel un peu, beaucoup plus en tout cas, à un problème peut-être lié au nerf périphérique. Et comme elle le dit qu'elle n'a pas... qu'il n'y a pas moyen d'écraser en fait son bras sur lequel elle se couche, c'est qu'il y a des nerfs en fait qui quittent le haut niveau du cou pour descendre au niveau des membres, voilà, qui permet d'innerver. Et lorsqu'on a des mauvaises positions, on peut éventuellement en tout cas ressentir ces engourdissements là. Voilà. Mais comme nos collègues l'ont dit, dès que vous avez un déficit qui commence à perdurer ou une sensation de lourdeur, il faut aller consulter. Sinon on ne peut pas lui. Voilà. Monsieur Rabo Zakaria, je vais ajouter quelque chose à ce niveau. Parce que nous avons vu des patients aussi, par moments ils se disent que je sens des engourdissements et ça passe. Ça peut être de l'AIT aussi. Donc il ne faut pas rester comme ça. Il a dit, ça peut être en périphérie, mais comme ça peut être aussi au niveau central.
En périphérie, oui, tu as comprimé, effectivement. Elle dit qu'elle dort sur son ventre. Bon, peut-être que même positionner ses bras et la circulation sanguine ne se fait pas très bien. Ou bien, c'est un nerf qui est un peu comprimé, comme il a dit, il souffre. Mais ça peut être au niveau du cerveau qu'elle est en train de faire des AIT. Ça se fait, mais après, ça récupère facilement. Le fait aussi de poser un membre sans bouger, il peut vous le dire. Quand vous allez reprendre vos activités, le membre qui est resté pendant... C'est pas pour rien quand on dort la nuit, on bouge. On bouge inconsciemment. Mais si tu es resté pendant longtemps sans bouger, tu peux avoir ces angouties. Donc le mieux, moi je la conseille de consulter. Voilà. Okay. Monsieur Rabou Zakari est à Banzon, il est dans la trentaine. Quand il s'énerve, sa tension monte, il a des maux de tête terribles, il en a souffert pendant longtemps. Docteur Boundaoulé. Moi, je pense que s'il s'énerve, bon, l'énervement, c'est normal, on s'énerve. On peut changer d'état basal, mais les minutes qui suivent, la tension revient à la normale. Mais s'il constate qu'il a des céphalées prolongées, mais là, elle demande la même chose. Monsieur Rabou demande quelles sont les vraies raisons de l'AVC, que faut-il faire, parce que là, il y a plusieurs questions, mais il se demande... Bon, est-ce que c'est lié à ça? Ou, bon, d'emblée... Son inquiétude, est-ce que ces énervements ne vont pas le conduire à faire un AVC, si on a bien compris? C'est ça sa préoccupation en réalité. S'énerver, parce que quand il s'énerve, il a des maux de tête et puis la tension monte. Bon, parmi les facteurs de risque cardiovasculaire des âges, il y a l'hypertension artérielle. Il n'y a pas d'énervement là. Voilà. Maintenant, c'est de voir s'il est vraiment hypertendu. Tu peux être hypertendu, pas bien équilibré avec l'énervement. La tension peut s'élever, ça peut rompre les vaisseaux. Donc, c'est comme je disais tantôt, c'est mieux qu'il consulte. On peut lui mettre un appareil, dans le temps, voir quels sont ses pics tensionnels, si c'est vraiment la tension, puis lui mettre le traitement qu'il faut. Voilà, il y a plusieurs questions. Comment réduire le taux de mortalité lors des AVC au Burkina? Il constate que les cas de décès suite aux AVC sont nombreux, alors qu'en Europe, les gens s'en sortent. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les AVC? Bon, au niveau de comment faire pour réduire la mortalité, c'est encore une occasion pour nous de lancer donc ce plaidoyer auprès de nos autorités pour qu'ils puissent davantage nous équiper, pour qu'on puisse avoir donc des unités neurovasculaires, ne serait-ce qu'une unité au niveau donc d'une de nos formations sanitaires de haut niveau, c'est-à-dire au niveau des centres hospitaliers universitaires. Si on peut avoir à Tengano, c'est très bien. Là où il y a encore les neurologues, ça va vraiment beaucoup nous aider. Si on peut avoir Bordeaux ou bien à Larado, ben, à Bobo aussi, ça serait très bien. Parce que tout part de la prise en charge à la phase aiguë. La phase aiguë. Donc, si on équipe nos structures de santé, pour créer l'unité neurovasculaire, ça ne demande pas beaucoup il faut beaucoup de matériel. Il faut du personnel en continu pour pouvoir surveiller les malades. Et on administre le médicament une bonne fois pour toutes. On n'a pas à répéter. Et le médicament coûte autour de 800 000. 800 000 pour sauver une vie. Vous prenez peut-être quelqu'un qui s'occupe de beaucoup de personnes qui a un AVC. Si on utilise ce médicament-là, la personne se relève. Donc, ça va faire encore beaucoup de bien à la société. Donc, il est rare de voir la récupération. Bon, là, je peux dire, peut-être à côté de lui, tous ceux qui ont fait AVC n'ont pas récupéré. Donc, il va le dire. Mais nous qui sommes à l'hôpital, nous, on a des patients qu'on hospitalise, on les libère, ils reviennent en consultation. Nous, on est très fiers parce qu'ils ont récupéré. Et dans les premiers instants, la récupération là, est très rapide. Après 18 mois, souvent, bon, ce qu'on n'a pas pu récupérer, la plupart du temps, ça reste donc des séquelles. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils s'alarment. Il n'a qu'à savoir qu'il y a de bons résultats. Tout n'est pas à peindre en noir. D'accord. Voilà. Madame Monia Ouedraogo se demande quelle est la différence entre un AVC et un AIT. Alors, la différence entre un AVC ischémique, bon, elle a dit AVC et AIT, mais je vais compléter en disant accident vasculaire cérébral ischémique et un accident ischémique transitoire. L'AIT, c'est de façon transitoire, comme le mot le dit. C'est très rapidement réversible. Ce qui s'est passé là, peut-être, tu as eu un trouble de la parole, ou bien une faiblesse d'une partie du corps, ou bien tu as eu un problème visuel, ou bien une déviation de la bouche, mais en moins d'une heure, tu récupères.
Et si on fait même une imagine, on trouve que tout est normal, on parle d'AIT. C'est vraiment transitoire. Ça s'est bouché, mais ça s'est débouché rapidement. Donc, comme si c'était la thrombolyse intraveineuse qu'on avait vu à faire dans le cas d'un AVC. Mais quand c'est un accident vasculaire cérébral ischémique, en ce moment-là, les signes que tu as eus durent plus de 24 heures. Et dans ce sens qu'on parle donc d'accident vasculaire cérébral ischémique. C'est la différence entre les deux comme ça. C'est le temps. Voilà, Madame Ursula Sapsova, elle a la Bobo du Lasso. Elle se demande comment différencier un AVC d'un autre problème de santé, genre épilepsie ou migraine. Ok, merci beaucoup. Là, c'est le diagnostic différentiel, effectivement. Parce que dans l'accident vasculaire cérébral, vous pouvez avoir des céphalées, vous pouvez avoir une épilepsie. Mais, alors, ici, c'est la cause. Si la cause, il n'y a pas autre cause possible que une origine vasculaire. En ce moment, on dit que c'est un accident vasculaire cérébral. Donc, c'est un accident, mais ici, c'est dû qui se produit au niveau d'un vaisseau sanguin. Voilà pourquoi on parle d'AVC. Mais l'épilepsie, là, la personne, bon, la crise même, il y a une manière, il y a ce qu'on appelle la marche épileptique. Il y a une allure. Voilà. C'est comme si c'est stéréotypé. La façon de se dérouler, là, elle est connue chez la même patiente. Mais peut-être si c'est la première crise, ça peut effrayer tout le monde. Mais il y a des symptômes. Souvent, certains vont se mordre la langue. Donc la personne va peut-être perdre connaissance, va tomber, être raide, et convulser, faire des mouvements. Et il y a une relaxation totale. La personne commence à respirer peut-être difficilement. La personne peut donc émettre même des urines. Ça, c'est vraiment la crise qu'on appelle état de... voilà, c'est vraiment, on dit soit état de mal épileptique, ou bien ça, c'est la grande crise. C'est vraiment l'épilepsie complète là. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des absences, des formes. La personne est là et entend, c'est comme si elle n'est pas avec vous. Donc l'épilepsie peut se manifester soit par des signes moteurs, soit par des signes sensoriels, ou bien même par des signes psychiques. C'est ça la différence. Mais tous ces signes aussi, on peut les trouver dans l'AVC. Mais la différence, c'est la cause. La cause dans l'AVC, c'est un vaisseau sanguin qui est au centre de tout. À la migraine, là, ça peut être un vaisseau sanguin qui est à l'origine. Mais ce n'est pas que c'est bouché ou c'est rompu. Non, c'est comme une inflammation qui se produit au niveau d'un vaisseau sanguin et ça entraîne des céphalées caractéristiques aussi. Ça peut être une partie de la tête. Aujourd'hui, c'est la partie droite, demain, c'est la partie gauche. Donc, mais ce n'est pas toute la tête. Or, dans l'AVC, ça prend en général toute la tête. Et les migraines peuvent avoir des signes annonciateurs qu'on appelle aura. Et il peut y avoir des signes aussi après. Voilà, donc la différence est nette. Mais toujours est-il que si vous avez tous ces symptômes-là, le mieux, c'est de consulter un spécialiste pour qu'on puisse faire la part des choses. D'accord. Monsieur Amidou Yamego Akoudougou, il demande, sa question c'est, peut-on avoir un AVC sans présenter de symptômes visibles et même sans le savoir? Est-ce qu'on peut faire un AVC sans s'en rendre compte? J'allais dire oui. On peut faire un accident vasculaire cérébral sans se rendre compte parce que, comme je vous le dis, imaginez que c'est une partie de votre oreille. Hein? Dans le cerveau, là, c'est cartographié. Si c'est la partie qui commande l'oreille, la sensibilité de l'oreille qui est touchée. Donc, tant que par hasard, comme ça, vous n'allez pas prendre le doigt, toucher l'oreille. Depuis que nous, on était là, c'est pas tout de suite, je n'ai pas touché mon oreille. Donc, si la personne n'a pas touché son oreille, la personne ne va même pas sentir que je ne sens pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la même chose. Même c'est ça, quand les gens dorment, le matin, là, il a dormi. Et c'est au moment où il veut se réveiller qu'il se rend compte qu'il ne peut pas soulever un membre. Donc, c'est au moment où on veut la volonté, là où la volonté intervient, là, qu'on ne peut pas. Mais quand l'AVC est tellement grave que ça touche les centres du cerveau qui commandent, par exemple, la respiration et autres. Là, à ce moment, si c'est tellement fatal, la personne peut mourir sur le champ. Oui, et à ce moment, vous venez de répondre à la question de Mme Ouedraogo. Donc, il y a des AVC qui se produisent pendant le sommeil. Parce que tout fonctionne. Si le caillot et donc on peut en mourir, donc c'est là on découvre des si on faisait l'autopsie, on allait se rendre compte que c'est un accident vasculaire cérébral que la personne a eu à développer pendant son sommeil. Donc ça peut se passer à n'importe quel moment. Joseph Sawadogo Awaga se demande s'il y a des familles qui sont prédisposées à avoir des AVC, la génétique. Effectivement, j'en ai parlé tout de suite. Je vous ai dit, il y a des facteurs génétiques. Par exemple, il y a des familles là où, dans le corps, il y a des substances qui empêchent le sang de se coaguler.
la tendance, là, vous voyez, quand on se blesse rapidement, il y a un caillot qui se forme pour fermer la brèche. Mais il y a des familles là où ils ont un déficit, ce qu'on appelle les protéines, voilà, qu'on appelle protéines C, protéines S. Là. Ce sont des protéines donc, contre la coagulation. Ces personnes-là, ils ont un déficit en cette protéine. Donc ces derniers peuvent effectivement développer ces maladies. Il y a des familles aussi, ils sont nés, c'est des cardiopathies, ou bien des familles qui sont nées, par exemple des drépanocytaires. Donc toutes ces familles-là sont prédisposées à faire, ou bien la famille là où il y a l'obésité qui est là, c'est une prédisposition. Donc on peut dire que oui, il y a des prédispositions familiales. D'accord. Dernière question, les téléspectateurs, Mohamed Ouedraogo Awaïouya se demande quel est l'impact de l'AVC sur la vie sexuelle. Est-ce qu'un homme qui a été victime de l'AVC peut se retrouver impuissant? Bon, et il y a eu des études qui ont été menées au centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo sur la sexualité après AVC. Alors, il y a beaucoup de facteurs. Sinon, si on va rester scientifique, le centre de l'érection, comme de l'éjaculation, se trouve au niveau de la moelle épinière, donc au dos. Ça ne se trouve pas dans le cerveau. Donc, ce n'est pas les mêmes centres. Or, vous voyez, l'AVC se passe au niveau... Ça peut se passer dans la tête. On a dit cérébral, ça c'est au niveau de la tête. Mais si c'est un accident vasculaire médulaire, en ce moment c'est au niveau médulaire. Si ça touche le centre, voilà, voici ce qui va se passer. Donc c'est pareil, hein, c'est comme voilà, dans la vie, là, si on dit il y a eu attaque dans telle zone, c'est là-bas où on va voir les dégâts. Ça ne peut pas être dans une autre zone. Donc du coup, le centre de l'érection n'étant pas dans le cerveau, ça ne sera pas le dysfonctionnement cérébral qui va créer cela. Mais sachant que l'AVC peut entraîner des troubles de l'humeur et de la personnalité, mais si on n'est pas en bonne santé, certains disent que la sexualité c'est un besoin, d'autres disent tertiaire même, c'est même pas secondaire, ça fait partie des besoins primaires. Donc le fait même que la personne a des conséquences psychologiques et psychiques de l'AVC, il se sent diminué. Il y a la stigmatisation. Même ton conjoint ou ta conjointe, tu veux t'approcher d'elle, peut dire non. Toi, tu as ça là, on ne peut pas. Donc nous, en consultation, on a souvent conseillé pour dire non, ça n'empêche pas. Voilà. Mais imaginez quelqu'un qui a une hémiplégie à 0 sur 5, puisque c'est côté de 0 jusqu'à 5. Il a 0 sur 5. Il ne peut même pas se tenir sur. Non, peut-être qu'il faut que... on peut changer les rôles. Et si l'autre refuse le changement de rôle, vous voyez ce que ça peut faire. Donc c'est pour dire que en réalité, c'est le psychisme là, c'est la façon de penser là qui fait ça. Et c'est la nouvelle condition de la personne qui peut jouer dessus. Sinon, nous, on a des patients qui ont été victimes d'AVC, qui ont les érections correctement. On pose la question, ils n'ont pas un trouble à ce niveau-là. Ça marche, mais bon, c'est la pratique qui peut changer. Voilà. Docteur Boundaoune, quel conseil le cardiologue doit-il donner aux patients victimes d'AVC pour optimiser sa prise en charge? D'accord, les 5 conseils, c'est généralement la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires qui sont en cause. Et il faut que ce patient-là soit d'abord compliant au traitement. Il faut qu'il soit compliant. Il vienne au rendez-vous. Voilà. Et puis, il faut que cette personne-là écoute aussi son corps. S'il y a des petits signes, des mouvements anormaux, il faut qu'il alerte son médecin ou bien il consulte. Voilà, en gros, c'est comme ça. Docteur Thiaw, comment pouvoir réinsérer le patient victime d'AVC dans son environnement socio-professionnel? Alors, pour cela, je crois qu'on a parcouru un peu cela. On a dit il faut d'abord bien rééduquer le patient. Lorsque le patient est bien rééduqué et qu'il a suivi toutes les étapes, on va évaluer en fait les fonctions justement en fait de ce patient-là pour savoir d'un point de vue moteur quelles sont ses capacités, d'un point de vue cognitif quelles sont ses capacités, d'un point de vue on va dire relationnel, c'est-à-dire social, tous ces autres, quelles sont ses capacités. Et c'est en fonction de cela vous allez vous rendre compte que c'est là où justement la prise en charge des AVC est multidisciplinaire. On ne va pas rester juste en fait, et nous en règle générale on va faire appel à justement tout ce qu'il y a comme les travailleurs sociaux pour accompagner d'un point de vue législatif ou bien d'un point de vue démarche administrative en fait à faire. Et on va solliciter ces personnes-là pour pouvoir réinsérer en fait ces patients, mais en tenant compte bien entendu de leurs capacités. Et pour ça aussi,
par moment, on sera amené en fait à aménager un peu le domicile, tout ça, et voilà. Mais selon vous, est-ce qu'on peut vaincre l'AVC? Oui, moi je pense que je répondais par oui, on peut vaincre l'AVC parce qu'on connaît déjà un peu les facteurs de risque et parmi ces facteurs de risque-là, je crois qu'il y a à 80% ceux qui sont normalement responsables de cet AVC-là sont modifiables et donc il faut travailler à réduire ces facteurs de risque-là et je pense que, bon, effectivement, on peut vaincre l'AVC. Docteur Boundaoulé, peut-on vaincre l'AVC? Oui, c'est comme il a dit, on peut vaincre l'AVC quand, pour le faire, il faut lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire. En luttant contre les facteurs de risque cardiovasculaire, on peut éviter à au moins 80% l'événement cardiovasculaire. Nous sommes à la fin de cette émission. Pour terminer, docteur Sawadougou, est-ce que tout peut redevenir comme avant pour le malade? Tout peut redevenir comme avant pour le malade, mais le malade qui a survécu à un accident vasculaire cérébral doit tout faire parce qu'en ce moment, nous, on va mettre l'accent sur la prévention secondaire. Alors, il doit avoir une hygiène de vie stricte. Voilà pourquoi nous, ici, nous, on aimerait que le malade va jouer son rôle. C'est-à-dire, au niveau de la communauté, il y a la responsabilité collective qui est à avoir. Il y a l'État aussi qui doit jouer son rôle quant à la protection et à la promotion des droits à la santé. Ça, c'est, voilà, l'État joue ce rôle et nous demandons à ce que l'État continue donc de jouer ce rôle-là. Nous avons aussi la mise en œuvre de tous les moyens de prévention dont nous parlons. L'État en jouant son rôle. Si l'État nous aide aujourd'hui dans tous les CHU, qu'on ait vraiment des unités de soins intensifs neurovasculaires et mettre à la disposition de la population le médicament, je pense que ça va aller. Et également qu'on mette en place un registre donc, des AVC. Ça va nous permettre même de connaître en fait qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso. Généralement, quand on fait nos études, on parle prendre des chiffres tout le temps dans les autres pays parce qu'ils ont des registres. Donc, si ici aussi on a un registre, je pense que ça va nous aider. Donc, on est sûr que l'autorité nous a écoutés et dans les mois et les jours à venir, nous allons avoir suffisamment donc, de matériel d'hospitalisation dans le service MPR au niveau de la cardiologie, comme au niveau de la neurologie, des unités de soins intensifs neurovasculaires et au Burkina Faso, personne ne va craindre d'avoir un AVC parce qu'il y a déjà le SAMU qui est là. Donc, s'il y a un cas et que très rapidement, la personne est transportée vers nos services et que nous, on a déjà donc nos armes en main, à savoir le médicament qui est l'altéplase, alors je pense que l'AVC sera donc quelque chose qu'on va bouter hors du Burkina Faso. Voilà. Espérons que ces cris de cœur seront entendus par les plus hautes autorités. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.